C'est offert par Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a promis à l'issue des concertations nationales de prendre de grandes décisions. Qu'est-ce qui peut être considéré comme grandes décisions? Les avis des Kinois ont été glanés. Alors que se poursuit le pourparlers de Kampala entre le gouvernement de Kinshasa et le M23. Une liste contenant les noms des politiques du M23 qui feront l'objet de l'embargo politique en RDC circule. Antenne A, le journal, Patricia Amouli. Bienvenue à tous dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce journal reçoit pour vous monsieur Guy Momat, il est analyste politique et journaliste congolais basé à Londres. Monsieur Momat, bonsoir. Bonsoir. Avec lui, nous allons discuter de l'actualité au pays. D'abord, cette nouvelle, le président de la République, Joseph Kabila, a promis à l'issue de concertations nationales de prendre des grandes décisions. Qu'est-ce qui peut être considéré comme grande décision? Les avis des Kinois ont été glanés pour vous par Eric Izami et Pépito Matondo. Reportage. Comme ces mangues mûres, quelques Congolais estiment que les discussions menées lors des assises de concertation nationale n'ont pas évoqué la question centrale, c'est-à-dire les élections de 2011. Je ne pense pas qu'il y ait une décision qui puisse satisfaire la population. Mais ce que je sais qu'avant qu'ils ne fassent ces consultations, ils savaient que ça ne va pas aboutir. Parce que les éléments pour lesquels on pouvait utiliser pour faire ça, ils n'ont pas tenu compte de ça. Il y avait des raisons quelconques. Les réalités de ces pays, de la population. Eux-mêmes savaient qu'ils ne pouvaient pas faire face à ça. À côté des sceptiques, d'autres Congolais restent optimistes. Les résolutions des concertations nationales ont tout pour assurer le retour de la paix. Mais selon moi, pour le moment, il y a la guerre à l'Est qui est en train de troubler maintenant le peuple congolais. Alors nous voulons maintenant mettre fin à la guerre et qui est à l'Est de notre pays. Parce que il y a des individus, il y a la population congolaise qui souffre à cause de la guerre qui est à l'Est de la... D'autres Congolais encore pensent qu'il faut approcher les absents des concertations nationales pour prendre de bonnes décisions. On doit faire appel à ceux qui avaient refusé de faire partie de cette concertation, qui se mettent encore sur la même table pour que les chefs d'État puissent être informés de tout, afin qu'ils puissent prendre sa décision en tant que père de famille. Dans un cas comme dans un autre, nul ne peut faire l'unanimité. Les conclusions des concertations nationales doivent seulement être appliquées pour consolider la cohésion nationale, la paix, gage du développement de la République démocratique du Congo. Justement, en rapport avec les grandes décisions que le président de la République doit prendre dans 48 heures en congrès, après avoir pris connaissance des recommandations des différentes thématiques, Monsieur Momat, est-ce que ces concertations ont répondu aux attentes de la diaspora? En principe, avant que nous puissions parler de nous-mêmes en tant que participants, à suivre cet élément, nous disons, c'est notre focus pour le moment, c'est la vulgarisation des différentes recommandations des concertations. Puisque lorsque nous entendons un Congolais comme moi dire qu'ils n'ont pas pris en compte les aspirations du peuple, je me dis qu'il y a un problème d'information et de communication qui s'impose, qui devait se faire avant. Et pour répondre à votre question, dans un premier temps, je dirais dans l'ensemble. En tant que participant, je suis d'abord congolais, avant d'être un Congolais de l'étranger. Donc, dans l'ensemble, je pourrais dire, vu les nombres de thématiques et les sujets traités et surtout la quintessence des résolutions qui ont été prises, je dirais, avec plus ou moins la paix dans l'âme, que la plupart de préoccupations telles que exprimées, telles que nous l'avions entendu de la part de notre population, ont été rencontrées. Et en ce moment, comme je le dis, il faut un travail de fond. Et avant que le président
de la République ne puisse prendre ces grandes décisions annoncées. Mais en tant que participant, je dirais que nous avons décortiqué tous les problèmes. Quelles sont les préoccupations qui ont été prises en compte par rapport à votre thématique? Je dis par exemple, en ce qui concerne, j'étais dans la thématique conflit communautaire, paix et réconciliation. J'ai entendu l'un des intervenants parler de la situation de l'Est. Une préoccupation bien entendu, parce que c'était l'une des motivations de la convocation des présentes assises, faire un bloc contre la balkanisation, la situation de l'Est. Et en ce moment-là, nous pouvons affirmer à cet intervenant que des grandes recommandations ont été mises en place, notamment le fait que désormais, les groupes armés en République démocratique du Congo doivent être anéantis. Non seulement les groupes armés étrangers ou nationaux se trouvant en République démocratique du Congo, avec tout ce qu'ils créent comme corollaire, notamment les viols, le pillage de richesses nationales. Nous avons dit qu'il y a un message bien clair là-dessus qu'il faut mettre fin en même temps pour tout Congolais qui oserait dans le futur prendre les armes comme mode d'accession à une quelconque rétribution, soit politique ou à titre individuel, ne sera plus de mise suite au travail qui a été fait dans notre commission. Une grande série de recommandations partant des conflits fonciers, des conflits ethnico-politiques, des conflits juridiques et transfrontaliers. Donc en ce qui concerne les conflits inhérents entre la République démocratique du Congo et aussi les pays voisins, toutes les recommandations ont été mises en place et nous espérons, comme l'a dit le président de la République, nous attendons tous et le connaissant, c'est un homme de parole et je crois qu'à travers les décisions qui seront prises, nous, non seulement nous participants serons satisfaits du temps passé et de notre intelligence, mais je crois aussi l'ensemble de notre population, y compris les Congolais de l'étranger, trouveront gain de cause. C'est pour cela qu'on a perdu le temps et l'intelligence pour faire ce travail. Parlons de groupes armés maintenant, alors que c'est poursuivre le pourparler des Kampala entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23. Une liste contenant le nom des politiques du M23 qui feront l'objet de l'embargo politique en République démocratique du Congo circule déjà. Notre rédaction est parvenue à avoir cette liste et vous la présente dans ce commentaire de Papi Katassi. Une rumeur court dans l'hôtel des rebelles à Kampala. Une liste sans pitié des politiques du M23 crée les mois. Ceux-ci ne seront pas acceptés à une quelconque intégration politique en RD Congo. Sur les personnalités politiques de la rébellion qui ne doivent pas intégrer la classe politique congolaise figure le chef du M23, le très bon mais audacieux, Bertrand Bisimwa. Avec lui des noms comme Roger Lumbala, député national, exclu du Kassai oriental, ou encore Machagi Ranzei, député exclu de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Sont inscrits sur cette liste, bien entendu, les pasteurs Jean-Marie Runiga, président déchu du M23, François Rouché-Goza, ancien chef de la délégation du M23 Kampala, et tant d'autres. Certaines personnes contactées par Radio Kivu One dans le milieu des rebelles indiquent que sont épargnés de cette non-éligibilité à l'intégration politique les Kamba Sungeve, négociateur principal, René Abandi, le chef de la délégation du M23 Kampala, ou encore Sendungu Mousseveni, le chargé de la politique intérieure du M23. Cette liste des responsables du M23, frappés de l'embargo politique en RD Congo, serait venue quelques semaines après les 78 militaires non éligibles de la rébellion. Du côté de la délégation du gouvernement de Kinshasa, c'est le silence radio. On s'en tient à travailler hors les indiscrétions de la presse à Kampala. Monsieur Momat, avez-vous un commentaire à ce sujet? Oui, en principe, lorsque nous parlons des groupes armés, comme je l'ai dit dans notre thématique, nous avons débattu de fond à comble cette situation de l'Est, puisque c'était ça le focus de la tenue des concertations nationales, dans la cohésion face à la guerre inhérente ou aux guerres inhérentes à l'Est de la République. Quant à la liste, ou la liste, je fais allusion à ça, les politiques, en ce qui concerne, nous avons pris une résolution dans notre thématique qui fait que ceux qui ont à répétition commis les mêmes crimes de guerre ne seront pas amnistiés. Donc à un moment, il y a la liste qui a été donnée par le gouvernement. Donc voilà la position qui a été donnée dans notre commission. C'est pour répondre à l'un des intervenants, c'est-à-dire nous avons travaillé là-dessus et que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, maintenant, ceux qui seront amnistiés, ça sera cas au cas. Donc ça ne sera pas
comme l'avait demandé à un moment, notamment le président Yoweri Museveni. Donc on va étudier cas par cas, et une chose est certaine, ceux qui seront éligibles, ça sera pour la toute dernière fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, tel que voulu par les concertateurs dans notre comment dirais-je, thématique et dans l'ensemble, puisque ça a été repris dans la grande plénière des concertations nationales. D'accord. Les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, a reçu ce mardi 8 octobre dans son cabinet de travail l'ambassadeur de Grèce en République démocratique du Congo, Alexandre Katranis. Ils ont échangé sur l'évolution de pourparlers de Kampala. Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzo ont signé ce reportage. S'enquérir de l'évolution de pourparlers de Kampala jusqu'à ces jours et de l'applicabilité de l'accord cadre d'Addis Abeba signé par le chef d'État de la CIRGL le 28 février 2013 ont constitué l'objet de la visite du diplomate grec Alexandre Katranis chez François Mwamba Tshisekedi. Je voulais être informé sur le développement de pourparlers à Kampala et aussi sur la mise en œuvre de l'accord de l'Addis Abeba et le mode de fonctionnement du mécanisme de suivi. Il m'a donné beaucoup d'informations, beaucoup d'explications sur la philosophie congolaise, sur l'approche congolaise de toutes ces questions. Et il a décidé de signer la route de Congo dans la négociation et dans la mise en œuvre de cet accord. Bien que la Grèce traverse une crise sans précédent, elle est prête à apporter son soutien à la République démocratique du Congo, un soutien qui peut s'exprimer aussi par des idées. La Commission électorale nationale indépendante CENI a réuni mardi 8 octobre 2013 les responsables et activistes des structures féminines pour parler du processus électoral venu d'horizons divers. Ces femmes ont affirmé qu'elles sont prêtes à former le maximum des filles pour une plus grande participation des dames aux jeux démocratiques. Eric Izami pour la suite. Alors qu'il faut à ces jours faire respecter la parité hommes et femmes consacrée dans l'article 14 de la Constitution. Aussi, partant de la réalité qui fait que les femmes, bien que nombreuses, restent moins élues, ces femmes ont été nombreuses à proposer le système de cooptation de certaines d'entre elles pour représenter le genre à tous les échelons de la pyramide de décision en RDC. Ce cadre genre et élection se veut dans cette optique un espace d'échange pour non seulement faire la sensibilisation afin de persuader les dames à entrer dans la danse du jeu démocratique, mais surtout de former les jeunes filles à y prendre goût pour faire prévaloir leurs capacités et pourquoi pas se faire élire. Ces femmes ont réitéré leur engagement à militer pour la représentation de la femme afin d'apporter aussi la touche féminine dans la gestion de la chose publique en RDC. Car pense-t-elle, la femme, autant qu'elle peut gérer une famille nombreuse, elle peut aussi apporter la paix par ses capacités naturelles. Et puis la Commission électorale nationale indépendante a rencontré le chef coutumier de 11 provinces de la République démocratique du Congo, toujours pour parler du processus électoral en RDC. En bref, le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, le docteur Babatunde, a animé un point de presse conjointement avec le ministre du Genre et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des questions de violences sexuelles. Ils ont fait le tour d'horizon de la situation des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Les actions à entreprendre pour combattre ces phénomènes étaient également débattues lors du jeu de questions-réponses avec les chevaliers de la plume. Dans la même journée de ce mardi 8 octobre, la délégation onusienne est descendue dans la zone de santé de Kikimi, dans la commune de Kimbanseke. Objectif, palper du doigt quelques réalités de la santé de la reproduction dans cette partie de la capitale. Willy Kacha y revient demain avec force détails. En santé toujours, le vice-ministre de la coopération internationale et régionale d'Ismas, Mambengu, a reçu ce mardi 8 octobre dans son cabinet le nouveau représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. Dr Joseph Waogodo est venu prendre langue avec les autorités congolaises sur le programme d'activité de cette organisation des Nations Unies en RDC. Patrick Borel Mukendi, Pépito Matondo, reportage.
Au cours de cette audience de prise de contact, le nouveau représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Joseph Waogodo Kaboré, a rappelé au vice-ministre de la coopération internationale et régionale, Dismas Mangwengu, le programme 2013-2014 que cette organisation des Nations Unies entreprend avec le gouvernement congolais. Nous avons plusieurs domaines de priorité et dans ce sens, nous avons besoin de l'appui multisectoriel, pas uniquement dans le secteur de la santé, mais le domaine de la coopération est extrêmement important dans le domaine de la santé. C'est pour cela que j'ai jugé utile de venir donc faire le point avec son Excellence Monsieur le Ministre et le Vice-ministre sur tout ce que nous réalisons et c'est ce que nous comptons également réaliser, étant donné que nous commençons une nouvelle année biennale 2014-2015. Mais également de tout ce que nous avons comme bien et pour lequel nous sollicitons donc l'appui du ministère qui pourrait nous faciliter le suivi de ce dossier auprès des assureurs. Vous savez que il est extrêmement important de respecter les textes en la matière dans le pays. Donc, son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a assuré de son appui pour que nous puissions avancer très rapidement. Le vice-ministre de la coopération internationale et régionale, Dismas Mangwengu, a souhaité un fructueux mandat au nouveau patron de l'OMS en RDC. Et puis le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Malanga, s'est entretenu ce mardi 8 octobre 2013 avec le professionnel de médias, membre du réseau panafricain des journalistes. Ils ont échangé sur la conférence que ce réseau compte organiser à la fin du mois d'octobre sur le pouvoir et la liberté de la presse à l'heure des médias sociaux. Reportage de Mami Tambou sur les images de la RTGR. Accompagnée par la présidente nationale du réseau panafricain de journalistes, Dieu merci Nzob Mabiala, la délégation venue de Brazzaville a échangé avec le ministre de Médias, Lambert Mende, sur la conférence qu'elle compte organiser avec les professionnels de médias sur le pouvoir et la liberté de la presse à l'ère des médias sociaux. Nous souhaiterons que vous fassiez l'ouverture par un discours qui nous appelle aussi à maîtriser à être plus professionnels. Nous souhaitons aussi que cette conférence, en tenant compte du calendrier de notre expert, qui est souvent en France, nous souhaiterons très respectueusement qu'elle se déroule le 31 décembre, octobre 2013. Et puis, nous avons pu, à notre niveau, nous organiser. Nous avions envoyé Bédi ici pour nous chercher la salle. Apparemment, nous sommes en pourparlers avec la salle CEPAS qui est en face du ministère des Affaires étrangères. Et puis, troisièmement, nous attendons vos instructions. Le ministre de Médias qui a tendu son oreille a indiqué que cette conférence tombe à point nommé car elle va guérir les journalistes du complexe leur inoculé par les médias internationaux. Il a en outre promis de faire en sorte que ces assises puissent se tenir dans les meilleures conditions. Monsieur Mouma, je reviens à vous. Quel est le message que vous allez apporter à la diaspora une fois de retour après avoir pris part aux concertations nationales? Bon, en principe, c'est un message bien simple. Nous avons été ici aux concertations et Dieu a fait grâce que la plupart des préoccupations de la diaspora congolaise ont été émises sous forme de recommandations et Dieu a fait grâce, comme je l'ai dit, dans la grande plénière. Donc ce sont les recommandations qui ont été retenues comme celles des concertations nationales. Je parle par exemple de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Donc c'est un peu savant, mais en termes clairs, tout Congolais d'origine, une fois qu'il se trouve à l'extérieur, que ce soit en Grèce, que ce soit aux États-Unis, lorsqu'il décide de prendre une autre nationalité, cela ne lui enlève pas sa nationalité d'origine. Deuxième mesure importante pour la diaspora, c'est le fait, les facilitations, consulaires. Au jour d'aujourd'hui, je parle du cas du pays dans lequel je vis, il faut avoir au moins 70 livres sterling, autour de $80 pour un visa d'un mois.
mais à travers les concertations nationales, l'une des recommandations, c'est la suppression à l'heure actuelle de tous les visas aux Congolais de l'étranger qui ont acquis une autre nationalité avant l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Autre mesure de taille, c'est le fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est presque un acquis. La diaspora congolaise ou les délégués à ces concertations viennent d'obtenir l'accord selon lequel nous aurons un ministère chargé de la diaspora de l'étranger. Voilà quelques acquis à travers ces concertations nationales. D'accord. L'Association nationale de veuves et orphelins des militaires du Congo, Anavomiko, a débuté un séminaire de renforcement des capacités sur la loi électorale et l'éducation civique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce 8 octobre au centre des anciens combattants de la commune de Kasavubu. Patricia Bassois, Safi Maléou et Nathalie Massembou. Reportage. Durant 3 jours, 50 femmes réunies au sein de l'Association nationale de veuves et orphelins des militaires du Congo sont à l'école de formation sur l'éducation civique et électorale. À travers ces assises, elles veulent défendre leurs valeurs et leurs droits dans une société démocratique. Biso ba mama veuve tozalaki trop marginalisé na batu mususu batu mususu bazali ko ya pour que biso to votaka bango. Mais journée à lelo ya li journée à conscience. Donc déjà lelo na journée éducation civique. Nous, les femmes veuves, nous étions marginalisées. Aujourd'hui, nous sommes conscientes de nos actes et nous voulons être présentes jusqu'aux prochaines élections. À chaque niveau, na local, na bourgmestre, na provincial, na député nationaux, na sénateur, tolingi mbala oyo biso moko ba veuve. Tolongola makanisi wana batu bapesaka biso batriko bapesaka biso masanga tomela bapesaka biso ba mifra poto voter bango alors na sima baza kolobela biso te. Pour la journée de ce mardi, ces femmes veulent solliciter de l'exécutif national la désignation d'un porte-parole près le gouvernement pour défendre leur cause. Car, ont-elles dit, nos maris ont servi la nation et ont perdu leur vie sur le champ de bataille. Prise de conscience des veuves de militaires et des orphelins militaires. On s'est décidé aujourd'hui que nous-mêmes, tant de veuves militaires que des orphelins des militaires, ils doivent entrer dans la participation politique de la nation. Et c'est là dans tous les niveaux. En attendant que leur voix soit entendue, elles promettent de continuer à travailler pour assurer leur progéniture. Monsieur Momat, le président Léon Kengo Adondo a organisé une réception en votre faveur de la diaspora. Qu'est-ce qui a été au cœur des échanges? Bon, en principe, c'était une rencontre bien simple. Diaspora qui était participante aux concertations et Kengo Adondo comme co-président du Présidium des concertations nationales. C'était une rencontre au cours de laquelle on a pu, du côté de la diaspora, comme l'avons dit, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été retenues, une manière de remercier la diligence avec laquelle le Présidium a pu diriger les concertations, et dans les heures qui viennent, ça sera pratiquement la même démarche où l'autre coprésident, je parle du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako, aura aussi l'occasion de recevoir la diaspora congolaise, une sorte d'échange comme je l'ai dit. Donc dans l'ensemble, je crois que tout à l'heure j'ai entendu la CENI qui recevra les chefs coutumiers des 11 provinces, donc ils étaient tous donc, au niveau des concertations nationales, et aussi lancer un message de félicitations en fait, puisque à un moment la diaspora congolaise a été très mal présentée, et c'est aussi une occasion pour nous en tant qu'ici participants de montrer aux différentes autorités que la diaspora elle est plurielle et qu'il y a lieu, lorsqu'il y a un travail de fond, qu'il y a un distinguo, nous y avons apporté toute notre énergie. Il y a une panoplie de recommandations que je ne pourrais pas citer l'ensemble, qui sont l'œuvre des Congolais de l'étranger. Et là, c'est une occasion bien méritée, pour une fois, que le président de la République, à travers ses concertations, a pu avoir l'idée d'associer aussi les Congolais de l'étranger. Et je crois à travers les résolutions, il ne sera pas déçu. La preuve, c'est que parmi les recommandations qui ont été données par les Congolais de l'étranger, il y a un bon nombre qui seront prises en compte. Et j'ose espérer que dans les prochaines heures, parmi les grandes décisions qui seront annoncées,
donc les recommandations de la diaspora seront prises seront prises en compte. Nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse. Les journaux parus ce 8 octobre ont été commentés et sélectionnés pour vous par Polydor Gaziami. Quelques parutions de ce mardi 8 octobre se sont penchées sur la question du règlement du conflit de l'Est de la RDC. Conflit pour lequel le Conseil de sécurité prône une solution négociée. Les dépêches de Brazzaville évoquent le cas Alexis Lamec, représentant permanent adjoint de la France à l'ONU, de passage à Kinshasa avec d'autres membres du Conseil de sécurité. Pour lui, note le quotidien, il y a indéniablement une dynamique de paix en RDC et dans la région et toutes les parties concernées n'ont pas le droit de rater cette opportunité. Une façon pour lui d'exhorter le gouvernement et la rébellion du M23 engagée dans les pourparlers de Kampala à renouer avec le fil du dialogue. Mais comment espérer juguler la crise politiquement lorsque le médiateur ougandais propose non seulement un ordre du jour creux, mais aussi demande à la RD Congo de signer un document qui viole notamment l'intégrité de son territoire, s'interroge le guide qui qualifie par ailleurs la visite de la délégation du Conseil de sécurité dans les Grands Lacs de routinière. Dans le registre judiciaire, Forum des As et la Prospérité annonce la condamnation de l'ex-PCA de l'ex-banque congolaise, Roger Yagi, à 7 ans de prison. Le jugement a été rendu hier par la Cour d'appel de Matete, fait savoir Forum des As. Et la sentence prononcée contre lui, qui, du reste, survient dans le contexte de l'indépendance de la justice et de la lutte contre l'impunité proclamée aux concertations nationales à valeur des symboles, indique le quotidien. Il a été, en outre, ajoute la Prospérité, condamné à un paiement de l'équivalent en francs congolais de 32 millions de dollars de dommages et intérêts pour des préjudices causés aux victimes dont les épargnants. Le journal rappelle à l'occasion qu'une procédure pénale avait été ouverte à charge de Yagi pour des infractions de banqueroute, d'abus de confiance, de faux en écriture et d'usage de faux, de virements fictifs et de blanchiment d'argent. Enfin, le télégramme du Congo annonce que les cardinaux sont favorables à la réforme du Saint-Siège au 3e et dernier jour de réunion à huis clos entre le pape François et les 8 cardinaux, dont le cardinal Laurent Monsengo. Le porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi, a déclaré jeudi que le conseil créé en avril par le souverain pontife n'envisageait plus seulement une simple réforme de la constitution apostolique, Pastor Bonus de 1988, mais se penche pour une constitution avec de nouveaux éléments très importants, bref, pour une nouvelle constitution. Comme pour dire, seul un total remaniement de l'administration du Vatican permettra de résoudre les nombreux problèmes qui se posent au Saint-Siège. Fin de ce journal des journaux et retrouvez-nous encore demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. Monsieur Guy Momat, avant de boucler ce journal, une dernière question. Comment voyez-vous la RDC de la pré-concertation? Bon, avant de répondre directement à cette question, donc je tiens en tant que Congolais, en tant que citoyen vivant à l'étranger, à remercier l'initiateur de ces assises, le président de la République, pour une simple bonne raison, c'est le fait que nous avons assisté pour la première fois à un forum citoyen. Un forum citoyen, c'est-à-dire pas politique, où il y avait toutes les couches de l'esprit de l'ordonnance les convoquant, et le résultat est là. Comme l'a dit le président de la République dans son discours de clôture, pour la première fois, l'histoire retient que les Congolais se sont mis ensemble et en un temps record, nous sommes arrivés à des résolutions qui sont pertinentes pour la République et que, je crois bien, l'une des grandes, comme il a annoncé lors justement du discours de clôture, sur le plan politique, il y aura une ouverture. Et selon certaines indiscrétions, la grande partie des résolutions, des concertations nationales feront partie de la feuille de route de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera mise en place. Et à tous ceux qui, dès le départ, ou ceux qui sont encore pessimistes, un message bien clair. Pour la première fois, nous nous sommes mis au travail, nous avons mis toute notre intelligence, toute notre énergie, et qu'à travers l'applicabilité de ces résolutions, puisqu'à un moment, j'ai entendu par-ci par-là que le Congo, il y a de belles résolutions, mais l'application pose problème. Mais pour une fois encore, dans l'histoire de la RDC, nous avons mis des mécanismes de suivi. Et la preuve, comme je l'ai dit aussi, dans le gouvernement à venir, le gouvernement qui sera ouvert,
il y aura des résolutions pertinentes qui seront prises en compte. C'est pour cela, solennellement, le président de la République, devant les délégués et autres députés et invités, a dit qu'il y aura des grandes décisions qui seront prises pour un nouveau Congo. Et c'est le message que j'adresse en tant que participant à ces assises. Je suis bien convaincu que ceux qui étaient pessimistes ou ceux qui croient encore que les Congolais, ils peuvent avoir raison, à part ceux qui sont radicaux par rapport à l'expérience du passé, ils n'ont plus raison de se douter. Et à ceux qui continuent à être encore pessimistes, comme disent les Anglais, let's and see. Au moins, en tant que participant dans ma commission conflit communautaire, paix et réconciliation, nous avons fait un travail de titan. Voilà mon dernier message, non seulement aux Congolais de l'intérieur, à ceux de mes compatriotes avec qui je vis en Grande-Bretagne et en Europe, le message d'espoir pour un Congo nouveau, pour une fois dans l'histoire congolaise. Message d'espoir pour un Congo nouveau. Merci M. Guy Momat d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique et journaliste basé à Londres. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.